À Nuuk, capitale du Groenland, un slogan a résonné ce week-end. Le Groenland n'est pas à vendre. Ça ne nous intéresse pas de devenir américains. Plusieurs milliers de Groenlandais ont clairement dit non à Donald Trump. Il a perdu la tête. Faut qu'il prenne sa retraite. C'est un peu comme un enfant gâté devenu vieux. Il se croit tout permis. Le président américain n'en démord pas. Il veut s'emparer du Groenland coûte que coûte. Ce territoire arctique de 2 millions de mètres carrés appartient au Danemark, mais qu'importe. Donald Trump a brandi son arme de dissuasion préférée, l'augmentation des taxes douanières, déjà utilisée ces derniers mois contre des États qui lui tenaient tête. And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland, because we need Greenland for national security. Plus 10% de taxes à partir du 1er février, plus 25% au 1er janvier. S'il n'obtient pas satisfaction, Donald Trump s'est lancé dans un chantage historique, furieux, après l'envoi au Groenland de militaires européens, dont 15 soldats français. Face aux menaces américaines, un sommet européen extraordinaire se tiendra jeudi à Bruxelles. Le ton est à la fermeté, comme ce matin à Berlin, où s'est rendu le ministre français de l'économie. Nous devons, en Européens, rester unis et coordonnés dans notre réponse et surtout être prêts à utiliser l'instrument anti-coercition. Les Européens menacent de sortir le bazooka en répliquant par des mesures de représailles économiques. Ils haussent le ton tout en prônant le dialogue plutôt que l'escalade. Alors quel prix le vieux continent est-il prêt à payer pour le Groenland? Donald Trump a-t-il sous-estimé la capacité des Européens à s'unir pour faire front? À quel jeu dangereux le président américain joue-t-il? Nos trois invités pour ce débat, Miko Blujon-Mérette, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. chercheur en géopolitique à l'Université du Québec à Trois-Rivières, spécialiste du Groenland. Vous venez par ailleurs de préfacer la version française du livre d'Elizabeth Buchanan, « Alors tu veux acheter le Groenland ». Et selon vous, on assiste à une crise aussi importante que celle du canal de Suez dans les années 50. Si on ne s'unit pas, les Européens, donc, s'entend, on payera un prix beaucoup plus élevé à l'avenir. À côté de vous, Romuald Siora, bonsoir, directeur Bonsoir. de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS, dernier essai L'Amérique éclatée. Selon vous, on assiste à un séisme dans les relations entre l'Europe et les États-Unis, avec en ligne de mire pour Donald Trump le 250e anniversaire des États-Unis. Ce sera célébré le 4 juillet, mais bien avant évidemment, et le Groenland en cadeau aux Américains. Et à côté de vous, Nicole Niesotto, bonsoir, essayiste, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors. Dernier essai Fracture dans l'Occident. Comment en est-on arrivé là? Comment en sortir? Selon vous, la réponse des Européens doit être ferme en utilisant l'arme commerciale, par exemple en refusant de ratifier l'accord signé en août dernier entre les États-Unis et l'Union européenne. On va détailler tout ça après la lettre du jour. Oui, elle est signée Donald Trump et elle est adressée au Premier ministre norvégien, où siège donc le comité Nobel qui décerne, on le sait, chaque année son prix de la paix, très convoité par le président américain. Voilà ce qu'on peut y lire. Étant donné que votre pays a décidé de ne pas m'attribuer le prix Nobel de la paix pour avoir mis fin à plus de 8 guerres, c'est bien écrit en capitale, je ne me sens plus obligé de penser uniquement à la paix. La lettre a bien été authentifiée. Miko Blujon-Mérette, on a l'impression qu'il lâchera rien, Donald Trump, quand on lit ça. Mais il n'a pas de raison de lâcher, en tout cas pour ce qui concerne le Groenland. Il est, je pense, dans un piège abscon, c'est-à-dire qu'il a déjà un coup politique engagé sur le Groenland qui est extrêmement important. Et de fait, derrière le Groenland, ce qui se joue, c'est l'architecture transatlantique. On va parler avec évidemment mes collègues ici. Donc à partir de là, le Groenland, pour moi, bon, c'est ma spécialité, donc je suis content qu'on en parle. Mais ceci dit, évidemment, ce n'est qu'un symptôme de quelque chose de beaucoup plus systémique. Et cette lettre, ce qui est très intéressant, c'est que à la fois donc le Premier ministre norvégien et le président finlandais s'y sont associés pour répondre à Donald Trump et qui disent tous les deux, encore une fois, il faut désescalader, il faut qu'on arrive à discuter. Et donc, effectivement, ça a été plus que authentifié depuis. Nicole Niesotto, la tension n'a jamais été aussi forte, vous diriez, entre les États-Unis et l'Europe. On n'a jamais connu ça dans le passé. Je crois que c'est la crise la plus grave au sein de l'OTAN depuis la création de l'OTAN. En 1949 Oui. Je pense que c'est la crise la plus grave. On a déjà eu deux pays de l'OTAN qui s'attaquaient, par exemple la Grèce quand la Turquie envahit la moitié de Chypre en 1974, mais ce sont deux pays, entre guillemets, moyens de l'OTAN. Là, c'est pour la première fois, on a le chef de l'organisation atlantique qui menace d'annexer ou de prendre tout simplement une partie d'un territoire d'un pays allié. Donc c'est vraiment une date historique et je crois que c'est justement pour ça que ça peut se régler, parce que je pense que les Américains ont beaucoup à perdre au sein de l'OTAN. Moi, je recommande vraiment qu'on laisse l'affaire dans l'OTAN, qu'on n'apporte pas
tant que ça dans l'Union européenne, parce que dans l'Union européenne, les Américains ont tout à gagner, en particulier détruire l'Union européenne, alors que dans l'OTAN, ils ont quand même des intérêts, ils ont des bases que nous payons, ils veulent les garder, etc. Et donc, je crois que l'affaire n'est pas si mal engagée que ça pour nous, Européens. Vraiment, Romuald Assurant, vous pensez la même chose, parce qu'en même temps, on a l'impression qu'il veut inscrire son nom dans l'histoire, le président américain, en achetant ce territoire. Écoutez, tout ce qui vient d'être dit est juste. L'OTAN rapporte de l'argent aux Américains et le portefeuille des Américains compte beaucoup pour Donald Trump à quelques mois des élections de mi-mandat. C'est à la fin de l'année. Hein. Oui, en novembre. Mais néanmoins, tout va dépendre vraiment de à quel point le président américain veut le Groenland. Comme vous le savez, l'administration, je parle de l'administration de toutes ces personnes issues de l'extrême droite américaine qui sont pour la première fois arrivées au pouvoir en janvier 2025 avec Trump, ont une stratégie pour l'international. Mettre à bas ce qui demeure de l'ordre multilatéral instauré à partir de 1945, nous ramener dans un ordre où règne le bilatéralisme, la loi du plus fort, où fait fi des traités, etc. etc. Donc, acquérir le Groenland d'une manière ou d'une autre fait partie de ces stratégies. Mais effectivement, avec ces stratégies, il y a encore une possibilité de deal, si je puis dire, et de revenir sur certaines déclarations, essentiellement si il risque, via l'OTAN, d'avoir des pertes financières. Mais Donald Trump, lui, fonctionne autrement que le reste de son administration. Lui, c'est le symbolique. Nous sommes, comme vous l'avez très bien dit, à quelques mois du 250e anniversaire des États-Unis. De la déclaration d'indépendance. Il veut des fêtes faramineuses. Il est en train de construire le plus bel arc de triomphe au monde, selon ses propres mots, à Washington. Les travaux n'ont pas commencé. Pour le 4 juillet. Voilà, mais ça devrait être prêt dans quelques mois. Mais bref, et donc il a promis d'offrir à ses électeurs MAGA et au peuple américain le Groenland. Donc si vraiment il s'obstine sur cette idée, malgré tout ce qui a pu être dit et qui est tout à fait juste, il peut en faire fi et décider d'aller jusqu'au bout. En un mot, je voulais juste rappeler un point. Vous avez parlé d'achat, vous avez parlé de deal. Rappelez que s'il y avait une vente aujourd'hui du Groenland aux États-Unis par le Danemark, admettons, premièrement, il faudrait évidemment le consentement des Groenlandais, c'est pas les Danois qui décident tout seuls, ça c'est le premier point, mais surtout, s'il y avait effectivement cette vente ou cet achat, elle serait illégale en droit international, elle serait illégale en droit même fédéral états-unien. En fait, si vous voulez, c'est un petit peu comme si j'achetais votre appartement en vous mettant un pistolet sur la tempe, bien évidemment, la vente serait considérée comme forcée. Là, c'est exactement la même logique, c'est-à-dire qu'on soit sur l'article 2.4 de la Charte des Nations Unies, qu'on soit sur l'article 52 de la Convention de Vienne sur la légalité des traités, etc., etc. Il y a un certain nombre de cas, il y a même l'arrêt Nicaragua versus États-Unis dans les années 80. Tout ça fait qu'aujourd'hui, même si les États-Unis achetaient le Groenland de fait, ce ne serait pas reconnu par personne. Moi, je ne suis pas sûre, parce qu'après tout, si les Groenlandais acceptent un deal financier, et que les Danois, qui ne sont responsables que de la défense, ne sont absolument pas propriétaires ni du sol, etc., ce serait un acte de souveraineté du Groenland et on serait obligé de le respecter. Je rappelle quand même que des pays arrivent à se séparer. Les Tchèques se sont séparés des Slovaques de façon très pacifique et on a été obligé de reconnaître les deux États. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que Donald Trump se trompe. Je crois qu'il est allé trop loin, il s'en rend compte, parce qu'on pouvait régler l'affaire du Groenland de façon très simple. Ils ont essayé de l'acheter en 1946, les Danois ont refusé. Ils ont signé un traité en 1951 avec le Danemark qui leur donne le droit de mettre des bases, de faire tout ce qu'ils veulent avec l'accord des Groenlandais. Il y avait 12 bases du temps de la guerre froide. Il y en a 17. Il y a eu 17. 17 bases. Bon, il n'y en a plus qu'une parce qu'il y en avait moins besoin, mais s'ils avaient voulu, ils auraient pu multiplier le nombre de bases, faire des concessions dans le sous-sol avec l'accord des Groenlandais. Donc, la question est, pourquoi a-t-il fait de l'affaire du Groenland une affaire aussi exceptionnelle alors qu'il n'y en avait pas besoin? Et ça, à mon avis, c'est son erreur. Sa deuxième erreur, et sa deuxième surprise, je pense, c'est la réaction des Européens. Je crois qu'ils ne s'attendaient pas à une telle unité de la part des Européens. Alors attendez, on va y revenir, mais juste une archive précisément pour corroborer ce que vous dites. Cette fixation sur le Groenland, dès 2019, il annonçait ses visées sur l'île. Regardez. C'est la plus grande île du monde, la plus convoitée sans doute. Lors d'un dîner entre amis, puis lors d'une réunion avec ses conseillers à la Maison-Blanche, Donald Trump aurait lancé cette question. Et pourquoi pas acheter le Groenland? Le Groenland et ses habitants se montrent consternés. On ne vend plus les pays de cette façon. Si un pays veut un territoire, ça s'appelle la guerre. En 1946 déjà, le président américain Truman avait offert d'acheter le Groenland pour $100 millions. L'intérêt est stratégique.
militaire face à la Russie et économique. Le Groenland recèle des minerais tels que de l'uranium et du fer et du pétrole, même si les réserves ne sont pas encore localisées. Avant d'en venir aux minerais, juste une question, Nico Bugenbert, vous qui connaissez bien le Groenland. Quel est le sentiment des Groenlandais? Est-ce qu'il y a vraiment un consensus aujourd'hui pour ne pas appartenir aux Américains, alors qu'on sent qu'il y a quand même une méfiance, une défiance vis-à-vis du Danemark? Ah mais très clairement, et c'est pour ça que je m'inscris en faux quand j'entends des scénarios disons si les Groenlandais acceptaient de vendre. Les Groenlandais ne veulent pas se vendre à qui que ce soit. On est dans le même cas que pléthore. Non, il n'y a pas de... Les Groenlandais ne veulent pas... Ah non, je suis désolé. Je me permets juste de vous interrompre. On parle de propositions financières à $50 000 par tête. Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Je me permets de poursuivre. On parle de propositions à $1 million. Ça n'intéresse pas. Non. Non, laissez-moi terminer. Je pense sincèrement, prenons le Groenlandais moyen, qui se dit, n'oublions pas la propagande trumpienne et le narratif trumpien qui a été même repris par les Allemands, qui ont dit nous n'envoyons pas de troupes contre les Américains, mais contre de potentielles invasions russo-chinoises. Donc imaginons le Groenlandais moyen, qui entend ces histoires d'invasion russo-chinoise, et qui se dit, bon, écoutez, après tout, on propose $1 million à moi, $1 million à ma femme, pour juste changer de drapeau. Être américain, après tout, c'est quand même mieux que d'être russe et chinois. Croyez-moi. Alors, je ne dis pas que l'ensemble des Groenlandais ne croient pas du tout, mais qu'à $1 million, il peut y avoir quand même un petit bascule. Je suis navré, je ne vous crois pas du tout, parce que je connais bien nos amis groenlandais. Il n'y a pas du tout cette vocation de juste se vendre, quel que soit le territoire et quel que soit le montant. Vous pouvez le penser si vous voulez, mais ce n'est pas la réalité du territoire. Ce qu'il faut bien avoir en tête aujourd'hui, c'est que le peuple groenlandais est le seul peuple autochtone majoritaire de l'Arctique sur son territoire. Derrière le Groenland, il y a tous les peuples autochtones, notamment les Inuits du Canada et même d'Alaska, qui disent « Ah mais le Groenlandais, vous êtes quelque part ceux qui êtes les éclaireurs. Vous allez être les premiers peut-être à avoir un État inuit au sein de l'Arctique. » De fait, aujourd'hui, la notion de vente de ce territoire à des États-Unis, ce n'est pas envisageable. Et je vais même aller dans le détail si vous me le permettez, parce que... Non, il faut le permettre pas. Eh bien, très bien. La prochaine fois. Est-ce que je peux juste ajouter que la population américaine n'en veut pas. Même l'électorat de Trump est très sceptique sur cette affaire, considère que Trump s'occupe beaucoup de l'extérieur et pas assez des Américains eux-mêmes. Et quant au Congrès américain, même s'il est quand même à majorité pro-Trump, il a émis d'énormes réserves sur cette affaire du Groenland qui n'est absolument pas la priorité. On verra ça, mais dans l'immédiat, il y a eu des militaires européens qui ont été envoyés. Vous sembliez dire que ça pouvait être la bonne option, mais est-ce que c'est vraiment dissuasif quand on voit le nombre 15 pour la France, 1 pour l'Estonie? En quoi c'est dissuasif? C'est dissuasif pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'Europe résiste de façon différente. Il y a d'abord l'envoi des soldats qui prennent Trump au mot. Trump dit qu'il y a un problème de sécurité, donc on est membre de l'OTAN, on envoie des troupes pour défendre le territoire. Et il y aura ensuite, si ça ne suffit pas, les mesures de rétorsion commerciales qui, elles, sont véritablement l'arme. Mais je pense que c'est dissuasif. Imaginez un petit peu. Vous avez, je sais pas, mettons 120 soldats européens, plus les Danois, qui sont là. Trump décide d'envoyer une brigade aéroportée ou je ne sais quoi. Vous croyez qu'ils vont tirer sur des Européens? La dissuasion, c'est ça, c'est chiche. Allez-y, tuez-nous. Eh bien, ils ne le feront pas. Ce qu'il dit au comité Nobel de la paix, quand on voit ce qu'il a dit au comité Nobel de la paix, est-ce que, Romuald Sura, vous avez la même opinion? Est-ce qu'à un moment donné, j'aimerais avoir la même opinion. Est-ce que le pire peut vraiment être évité? Le pire, je pense qu'aucun coup de feu ne sera tiré. Mais Trump sait très bien qu'aucun soldat européen ne tirera sur un soldat américain. Écoutez, les Allemands ont été très clairs. Nous n'y allons pas contre les Américains, nous y allons contre les potentielles attaques russes et chinoises. D'un autre côté, donc il valide ce que dit Donald Trump sur les visées hégémoniques. Mais est-ce que c'est pas dangereux, ça? Oui, bien évidemment. De reprendre le narratif de Donald Trump. Trump sait très bien aussi qu'aucun Européen ne tirera sur les États-Unis. C'est pour ça qu'il était nécessaire d'avoir cette action symbolique. Mais elle demeure que symbolique, elle n'aura guère de poids. Le poids, c'est effectivement, et on va en parler, les mesures tarifaires.
Je ne suis pas du tout d'accord, mais je ne sais pas si c'est le moment de le dire. Non, par rapport à la mission qui s'appelle Arctique Endurance. Endurance Arctique, effectivement, en français. Oui. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été effectivement répercuté dans les médias, quelque chose qui est complètement sous les radars. Endurance Arctique, c'est effectivement donc une mission avec des officiers et des gens extrêmement capés qui sont allés sur le territoire pour faire une chose, comprendre le terrain dans lequel on va jouer. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans aucun ministère des Affaires étrangères ou de la Défense européen ou américain, il n'y a dans un tiroir à Ballard ou je ne sais où, un plan de scénario d'attaque sur ce territoire-là, le Groenland, contre cet adversaire-là, les États-Unis. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. On ne l'a pas conçu. Dans ce contexte-là, envoyer ce contingent a permis, c'est ce qu'on appelle une ELRT, donc c'est-à-dire une équipe de liaison et de recherche de théâtre. Donc on va faire une analyse de théâtre d'opération. Et donc ces gens-là ont été missionnés pour essayer de comprendre s'il y avait un conflit qui pouvait émerger, comment il allait se faire et comment y répondre. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le haut des radars. Mais sous les radars, et en un mot, rassurez-vous, sous les radars, le Danemark a positionné déjà plus de 150 hommes sur le territoire groenlandais. Et moyennant quoi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est donc lundi soir, il y a plus de soldats européens au Groenland que de soldats états-uniens. C'est quelque chose qui, effectivement, a fait vriller visiblement Donald Trump. Et c'est que le début, puisque les Danois vont repositionner encore plus d'hommes ce soir. Alors, on va évoquer avec vous ce qu'a suggéré Emmanuel Macron. Il a parlé d'activer l'instrument anti-coercition, donc ça, c'est des sanctions commerciales face aux pressions de Donald Trump, qui veut évidemment surtaxer tout ce qui viendrait de 8 pays européens. De quoi s'agit-il ? C'est quoi l'instrument anti-coercition ? Eh bien, c'est la menace économique qu'a brandi Emmanuel Macron. On le surnomme aussi bazooka commercial ou arme nucléaire économique. C'est un mécanisme juridique dont s'est dotée l'Union européenne en 2023. Pour répondre justement aux attaques d'une autre puissance qui chercherait à interférer, je cite, dans les choix souverains d'un État membre ou de l'Union européenne. Alors à ce jour, ce mécanisme n'a jamais été utilisé, même s'il en avait déjà été question en 2015 lors des premières annonces de droits de douane par Donald Trump. Mais concrètement, comment marche ce mécanisme ? Un État membre en fait la demande au Conseil de l'Union européenne. La décision d'activation de la mesure doit ensuite être votée par le Conseil à la majorité qualifiée. Ça veut dire 15 États qui doivent représenter au moins 65% de la population européenne. La France, l'Allemagne, la Pologne, la Tchéquie et l'Espagne y seraient favorables à ce stade. Si l'activation est votée, s'ensuit une phase de négociation avec la puissance intimidatrice, les États-Unis donc. Et si aucun accord n'est trouvé, l'Union européenne peut alors appliquer en dernier recours ces fameuses mesures de rétorsion. Et cela peut être le gel de l'accès aux marchés publics européens, la limitation d'importations américaines, des vêtements, de l'alcool et autres, et puis le blocage de certains investissements sur le continent européen. Romuald Sura, est-ce que l'activation de ce bazooka, elle a des chances d'aboutir, ou est-ce que pour vous, c'est simplement une forme de communication dissuasive ? Écoutez, premièrement, c'était ce qu'il fallait faire. On sait très bien que la seule chose qui pourrait faire changer Trump d'avis, ce n'est pas les quelques hommes qui ont été envoyés, certes pour explorer la situation, comme vous l'avez très bien dit, mais c'est le portefeuille. Si une crise majeure arrivait à se profiler entre l'Europe et les États-Unis, l'inflation repartirait en flèche aux USA, et donc cela toucherait le portefeuille des électeurs MAGA, et à quelques mois des élections, Trump ne veut absolument pas... Make America Great Again. Exactement. Donc oui, c'était la bonne chose à faire. Maintenant, si vous me demandez si je pense que cela pourra porter ses fruits, tout va dépendre de la détermination des Européens. Malheureusement, je serai le pessimiste ce soir, je ne pense pas que cette détermination durera, sauf si Donald Trump... Vous savez, avec lui, on peut très bien, dans 3 jours, l'entendre dire « Bon, ils ne veulent pas de moi au Groenland, qu'ils se débrouillent », et puis passer à autre chose. Mais je ne pense pas, pour les raisons qu'on a expliquées, donc j'ai craint que cette détermination se fissure, si je puis dire, et que donc, malheureusement, à terme, cela ne porte pas ses fruits. Nicole Nesiotto, vraiment, est-ce que vous pensez que l'Union européenne a les moyens d'abord de le faire, ce bras de fer, et puis, bon, Giorgia Meloni, elle n'est pas pour, par exemple. Elle n'est pas contre. Elle est très ambivalente. Moi, je pense que les Européens ont les moyens de le faire. Et heureusement qu'on le décide à majorité qualifiée et pas à l'unanimité, parce qu'à majorité qualifiée, on peut créer des majorités. C'est le propre des diplomates. Il n'y a que 15 pays sur 27. Donc, il faut 15 pays et 65% de la population. On les a presque. Quand vous avez la France et l'Allemagne, vous avez déjà une grosse partie 54% précisément. de la population. Donc, je pense que c'est faisable. Deuxièmement, pour filer la métaphore nucléaire, ça n'est pas une bombe nucléaire qu'on balance comme ça d'un
coup. Il y a une riposte graduée. C'est un instrument qui a des phases, des mesures. En fait, c'est un instrument de négociation. C'est pas un instrument de destruction, c'est un instrument de négociation. Et effectivement, avec toutes les conséquences que vous avez définies, donc ça veut dire que si on déclenche cet instrument, on entre en négociation avec les États-Unis, à condition qu'ils acceptent de rentrer en négociation. Ouais. Mais deuxièmement, c'est pas le seul instrument qu'on a. On en a deux autres très importants. Le premier, c'est la non-ratification de l'accord Union-États-Unis qui a été signé au mois d'août. Et qui portait sur quoi, vous nous le rappelez ? Alors, les Européens avaient accepté d'être taxés unilatéralement de 15% pour l'exportation de leurs produits manufacturiers aux États-Unis, alors que les Américains ont 0% de taxes. Mais deuxièmement, dans cet accord, surtout, il y avait un engagement des Européens d'investir 600 milliards d'euros aux États-Unis en achat d'appareils stratégiques, autrement dit des armements. Et donc, si on ne ratifie pas cet accord, Donald Trump peut quand même imposer les 15%, mais en revanche, on n'investira pas aux États-Unis. Ah oui. Ça, c'est le deuxième instrument, Et il y en a quand même un troisième, c'est les 120 millions de dollars imposés à Elon Musk pour infraction par rapport à la réglementation du numérique. Il a tellement hurlé qu'on s'est débarrassé de Thierry Breton et on a mis une pause sur cette affaire. Mais on peut tout à fait réactiver le mécanisme et le taxer vraiment de ces 120 millions. Donc l'Europe, elle est déterminée, elle a des moyens, je pense qu'elle tiendra. Mais on ne peut pas ne pas parler de la Chine et de la Russie. Miko Blujon-Merde, on n'a pas beaucoup entendu la Chine. Un silence assez relatif. Du coup, on se dit, est-ce qu'il a des vraies ambitions sur le Groenland ? Quant à la Russie, regardez ce que dit Dmitri Peskov, qui est un très proche, bien sûr, on sait, du président Poutine, porte-parole du Kremlin. Avec la prise de contrôle du Groenland, Trump entrera dans l'histoire mondiale. Est-ce que pour eux, c'est pas finalement bien une bonne affaire de pouvoir détourner le regard de l'Ukraine en laissant le Groenland à Trump? C'est une triplement bonne affaire. Je vais commencer par la Russie. Effectivement, comme vous l'avez très bien dit, le sujet de l'Ukraine. Deuxièmement, l'autre bonne affaire, c'est effectivement que les États-Unis et la Russie, c'est connu, veulent commencer ou recommencer à travailler en Arctique pour extraire un certain nombre de ressources absolument majeures des deux côtés de l'Arctique. Et le troisième sujet, c'est tout simplement que, effectivement, si Donald Trump rentre dans l'histoire en faisant exactement cela, évidemment, il scellera le sort de l'OTAN, ce qui est évidemment le troisième intérêt stratégique des Russes. Et quant à la Chine, Romuald Sciorra ? Écoutez, la Chine, c'est du pain béni. La Chine se dit, c'est pas une répétition générale par rapport à Taïwan, ce qui est en train de se passer. Évidemment, ou un blanc-seing. C'est du pain béni pour la Chine. D'autant que Taïwan, n'oublions pas, que serait moins contestable sur le papier. Taïwan n'a jamais été reconnu par l'UE, par l'ONU et par les États-Unis comme un pays indépendant. C'est un territoire chinois officiellement. Donc si Trump envahit le Groenland, que dire à dit qui reprendrait tout simplement un territoire chinois? Je vais reprendre à votre question sur la Chine. Pardon, mais ils sont en train de se partager le monde. Et donc Trump n'a pas vraiment besoin d'être découragé s'il a cette attitude-là de ses rivaux. En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le Groenland aurait pu être un rival de la Chine, notamment sur la question des terres rares. Et dans ce contexte-là, dès 2011-2012, la Chine proposait au gouvernement semi-autonome du Groenland de créer un cartel des pays producteurs de terres rares, sur le modèle de ce qui existe pour le pétrole, l'OPEP. Et fondamentalement, le Groenland s'est laissé happer par cet intérêt chinois au moment où il y avait un vide stratégique américain et européen, c'est-à-dire au moment dans les années 2010 où ni les Européens ni les Américains n'investissaient. Mais en 2018, la Chine est peut-être allée un petit peu trop loin et le Groenland est allé peut-être un petit peu trop loin dans l'ouverture de la porte, ce qui fait que l'administration Trump, premier niveau, et puis évidemment les Européens, les Danois en particulier, avaient fait en sorte que à partir de 2019, puis surtout à partir de 2021, il n'y ait plus d'activité chinoise majeure au Groenland. Aujourd'hui, quand Trump parle des Chinois et des Russes au Groenland, ils ne sont pas là. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir éclairé la situation à travers ce débat.